Le soleil matinal peignait d'or les eaux de la Garonne alors que la petite barque en bois filait sur la surface tranquille. Assise à la proue, Jeanne Rivière observait l'immensité des coteaux verdoyants qui l'entouraient, respirant l'air frais du matin. Ses doigts, hâlés et marqués par le travail, serraient fermement le plat-bord, comme si elle craignait que la réalité ne lui échappe si elle relâchait sa prise. « C'est encore loin, Père Antoine ?» demanda-t-elle en se tournant vers l'homme plus âgé qui menait l'embarcation. « Non, petite. Encore 1 heure et nous arrivons à Bordeaux. » Le vieux batelier sourit, révélant des dents jaunies par le tabac. L'impatience ne fera pas couler le fleuve plus vite. Jeanne hocha la tête et se remit à observer le paysage. À 25 ans, elle n'avait jamais quitté son petit hameau des bords du Lot. Toute sa vie avait été consacrée à aider ses parents dans leur petite ferme, avec les noyers et le potager. Mais tout a changé lorsqu'elle a reçu la lettre de sa tante Cécile, la sœur de sa mère, partie pour Bordeaux des décennies plus tôt. « Viens à Bordeaux », disait la lettre. « Je t'ai trouvé un emploi dans la maison de la famille de Courtenay. Ils ont besoin de quelqu'un de confiance pour s'occuper de l'administration de la maison. Et j'ai pensé à toi. » La lettre était arrivée à un moment crucial. Le gel tardif avait dévasté la récolte de la famille et l'argent était plus rare que jamais. Ses parents, Sébastien et Louise, avaient d'abord hésité, mais avaient fini par convenir que ce serait une opportunité pour Jeanne. Les de Courtenay sont la famille la plus importante de la région, commenta Père Antoine, interrompant ses pensées. On dit que le vieil Auguste a fait fortune avec les vignobles après la crise du phylloxéra. Puis il s'est diversifié, a acheté des terres, ouvert des négoces. Aujourd'hui, c'est son petit-fils, Bernard, qui contrôle tout. Un homme puissant. Jeanne sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle n'avait jamais eu affaire à des gens riches et puissants. Son éducation de base, terminée dans la petite école du village, semblait insuffisante pour ce qui l'attendait. « Et leur maison ? Comment est-elle ? » demanda-t-elle, essayant d'imaginer. « C'est un château, petite. Il est sur les hauteurs de la ville, avec vue sur les vignobles à perte de vue. Des jardins qui n'en finissent plus, des salles de réception, une piscine. On dit qu'il y a plus de chambres qu'on ne peut en compter. » Père Antoine fit une pause. « Ah, mais ne te laisse pas éblouir. Les gens riches pleurent aussi. Seulement c'est dans un mouchoir de soie. » Le bateau continua de fendre les eaux, et peu à peu le paysage changea. La campagne commença à céder la place à des habitations de plus en plus fréquentes, jusqu'à ce que, finalement, ils aperçoivent le port de Bordeaux. Jeanne sentit son cœur s'accélérer. Le mouvement des bateaux, les gens transportant des marchandises, le son des klaxons et les voix fortes, tout semblait trop chaotique pour ses sens habitués à la tranquillité de la campagne. Lorsqu'ils accostèrent enfin, Jeanne prit sa petite valise en toile et fit ses adieux à Père Antoine par une étreinte serrée. Il était le dernier lien avec sa vie antérieure, et maintenant, elle serait seule dans un monde complètement inconnu. Suivant les instructions de sa tante, elle se dirigea vers la place centrale où elle devait attendre le chauffeur des de Courtenay. Elle s'assit sur un banc à l'ombre d'un platane centenaire et attendit, observant l'agitation de la ville avec des yeux curieux et inquiets. Après 20 minutes, un homme en uniforme s'approcha. « Mademoiselle Jeanne Rivière ?» demanda-t-il formellement. « Oui, c'est moi. Je suis Pierre, le chauffeur de la famille de Courtenay. Je suis venu vous chercher. Veuillez me suivre. » Jeanne suivit l'homme jusqu'à une berline noire étincelante, si propre qu'elle reflétait les rayons du soleil comme un miroir. Elle n'était jamais montée dans une telle voiture. Pierre lui ouvrit la portière arrière et rangea sa valise dans le coffre. L'intérieur du véhicule était frais grâce à la climatisation, un autre luxe dont Jeanne n'avait entendu que parler. Alors que la voiture avançait dans les rues de Bordeaux, Jeanne observait par la fenêtre les gens, les boutiques, les places. Tout semblait plus grand, plus coloré, plus intense que dans son petit hameau. Lorsqu'ils commencèrent à monter vers un quartier plus arboré, les maisons devinrent plus grandes, avec de hauts murs et des portails ouvragés. « Nous arrivons dans le quartier des de Courtenay », expliqua Pierre, l'observant dans le rétroviseur. La plupart de ces propriétés appartiennent à la famille ou à des personnes qui leur sont liées. Finalement, après avoir franchi un énorme portail en fer forgé, ils pénétrèrent dans une propriété qui ressemblait davantage à un parc. Le chemin de gravier serpentait à travers des jardins impeccablement entretenus, avec des arbres centenaires et des parterres de fleurs en pleine floraison. Au fond, imposante comme un monument, se dressait la demeure, une magnifique chartreuse en pierre blonde, avec de larges terrasses et un escalier de marbre menant à l'entrée principale. « Mon Dieu !» murmura Jeanne, incapable de cacher son ébahissement. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» commenta Pierre avec un sourire discret. «
Ça fait cet effet-là aux gens la première fois. La voiture s'arrêta devant l'escalier et Pierre ouvrit la porte à Jeanne. Ses jambes tremblaient légèrement lorsqu'elle posa le pied sur la propriété des de Courtenay. En haut des marches, une femme d'âge mûr attendait, vêtue d'un uniforme discret et élégant. Elle avait les cheveux gris attachés en un chignon sévère, mais son visage affichait un sourire chaleureux. « Jeanne, comme tu as grandi !» s'exclama la femme descendant précipitamment les marches. « Je suis ta tante Cécile. La dernière fois que je t'ai vue, tu avais 5 ans. » Les deux femmes s'étreignirent, et Jeanne sentit une vague de soulagement en trouvant enfin un visage familier, même si ses souvenirs de sa tante étaient vagues. « Entrons, » invita Cécile. « Madame Clarisse veut te rencontrer avant le déjeuner, et ensuite je te montrerai tes appartements. »« Madame Clarisse ?» demanda Jeanne tandis qu'elle montait en l'escalier. « Clarisse de Courtenay, la veuve de M. Bernard. C'est elle qui dirige tout maintenant, depuis qu'il nous a quittés il y a 3 ans. » Jeanne acquiesça, essayant d'absorber toutes les informations. En entrant dans le château, elle fut accueillie par un hall d'entrée imposant, avec un sol en marbre et un lustre en cristal de baccarat qui semblait contenir 1000 étoiles capturées. Les murs étaient ornés de peintures que Jeanne soupçonnait être des originaux d'artistes célèbres, et les meubles semblaient être des reliques d'autres siècles. La maison compte plus de 30 pièces, expliqua Cécile, remarquant le regard émerveillé de sa nièce. En plus de la famille principale, elle loge l'équipe permanente. Moi comme gouvernante, 3 femmes de chambre, 2 majordomes, 4 jardiniers, 2 chauffeurs et 4 gardiens. Ta fonction sera d'aider à l'administration de tout cela, en tant qu'assistante et éventuelle remplaçante. Jeanne déglutit. La responsabilité semblait immense pour quelqu'un avec son expérience limitée. Mais avant qu'elle ne puisse exprimer ses inquiétudes, elles furent interrompues par un homme grand d'environ 30 ans, qui descendait l'escalier principal d'un pas ferme. « Tante Cécile, maman vous cherche. »« Quelque chose à propos du menu du dîner de samedi, » dit l'homme, avant de remarquer la présence de Jeanne. Ses yeux marron foncé l'examinèrent avec curiosité. « Et voici la nouvelle assistante, je présume. »« Oui, monsieur Théo. Voici ma nièce, Jeanne Rivière. Jeanne, voici Théo de Courtenay, le fils aîné de Madame Clarisse. » Jeanne fit une petite révérence instinctive, ne sachant pas exactement comment se comporter devant un membre de la famille. « Bienvenue au château de Courtenay, » dit Théo, lui tendant la main dans un geste étonnamment informel. « J'espère que vous vous plairez ici. Ma mère a de grandes attentes vous concernant. » Le contact de sa main provoqua une étrange sensation chez Jeanne, quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Ses yeux semblaient pénétrer au-delà de son apparence simple, comme s'ils pouvaient voir quelque chose qu'elle-même ignorait. « Merci, monsieur. Je ferai de mon mieux, » répondit-elle, baissant le regard pour cacher la rougeur qu'elle sentait lui monter aux joues. « Théo, s'il vous plaît. Monsieur me donne l'impression d'être mon père. » Il sourit brièvement, puis s'adressa à Cécile. « Je serai au bureau si maman a besoin de moi. » En le regardant s'éloigner, Jeanne ne put s'empêcher de remarquer l'élégance naturelle avec laquelle il se déplaçait, la coupe impeccable de son costume, la confiance dans chacun de ses gestes. C'était un homme né dans le privilège et qui portait cette certitude dans chaque atome de son être. « Viens » murmura Cécile en lui touchant légèrement le bras. Madame Clarisse n'aime pas attendre. En suivant sa tante dans les couloirs ornés du château, Jeanne eut l'étrange sensation qu'elle pénétrait non seulement dans une maison, mais dans un nouveau chapitre de sa vie. Quelque chose lui disait que les eaux calmes qu'elle avait connues jusqu'alors étaient sur le point de se transformer en rapides turbulents. Ce que Jeanne ne savait pas, c'est que son arrivée au château des de Courtenay n'était pas le fruit du hasard, mais d'un plan soigneusement orchestré depuis plus de 2 décennies. Un plan qui était sur le point de dévoiler des secrets qui changeraient à jamais le destin de 2 familles. La bibliothèque du château des de Courtenay était un sanctuaire de savoir et de luxe. Des étagères en chêne massif du sol au plafond abritaient des livres rares et des premières éditions. La lumière du crépuscule aquitain filtrait par les hautes fenêtres, créant des motifs dorés sur le tapis d'Aubusson. Assise dans un fauteuil en cuir, Clarisse de Courtenay observait Jeanne avec le regard pénétrant de celle qui a passé sa vie à évaluer les gens. « Vous êtes donc la nièce de Cécile, » dit la matriarche, sa voix contenant l'autorité de celle qui n'a jamais eu besoin de crier pour être obéie. « J'espère que vous avez hérité de la compétence de votre tante. »« Je ferai tout mon possible pour ne pas vous décevoir, madame, » répondit Jeanne, gardant les mains croisées sur ses genoux pour dissimuler leur tremblement. Clarisse avait une beauté austère que les années n'avaient pas réussi à diminuer.
Ses cheveux gris étaient impeccablement coiffés en un chignon élégant, et sa robe de soie bleu marine accentuait sa posture aristocratique. Ses yeux, cependant, étaient ce qui impressionnait le plus, du même ton marron foncé que ceux de Théo, mais avec une froideur calculatrice que son fils ne possédait pas. « Cécile m'a dit que vous n'avez qu'une éducation de base, » continua Clarisse, se servant du thé dans une tasse en porcelaine de Limoges. « Normalement, ce serait insuffisant pour le poste, mais je fais confiance à son jugement. De plus, les personnes sans éducation formelle compensent généralement par la loyauté et la discrétion. Ai-je raison ? Ah, je n'ai peut-être pas de diplôme, Madame Clarisse, mais j'apprends vite et je connais la valeur de la confiance, » répondit Jeanne, se surprenant elle-même par la fermeté de sa voix. Un sourire presque imperceptible effleura les lèvres de Clarisse. « Très bien, vous commencerez demain. Cécile vous apprendra tout ce que vous devez savoir. Mais gardez à l'esprit, Jeanne, cette maison a des règles. La première et la plus importante. Les affaires de la famille de Courtenay restent entre ces murs. Ça, je comprends parfaitement, madame. » Excellent. Et encore une chose. Ma fille, Hélène, revient de Paris la semaine prochaine. Elle est sensible. Vous devrez la traiter avec une attention particulière. Cécile, qui était restée silencieusement près de la porte, se racla doucement la gorge. « Si vous le permettez, Madame Clarisse, il vaudrait peut-être mieux montrer ses appartements à Jeanne maintenant. Elle a eu un long voyage. » « Bien sûr, Cécile. » Clarisse leur fit un geste pour les congédier. « Au dîner, Jeanne. 8 heures précises. » En sortant de la bibliothèque, Jeanne laissa échapper discrètement le souffle qu'elle n'avait même pas remarqué retenir. Cécile lui lança un sourire compréhensif tout en la guidant dans les couloirs du château. « Tu t'en es bien sortie, » commenta la tante. « Madame Clarisse peut sembler intimidante, mais elle est juste. Gagne sa confiance, et tu auras une stabilité pour toute la vie. » Jeanne se contenta d'acquiescer, encore sous le coup de la rencontre. Tout en marchant, sa tante lui montrait les pièces principales. La salle à manger d'apparat avec une table pour 20 personnes, le salon de musique avec un piano à queue Steinway, les jardins d'hiver, les salons de réception. La richesse ostentatoire dans chaque détail était presque oppressante pour quelqu'un qui avait grandi avec l'essentiel. « Et voici les chambres de la famille », expliqua Cécile, indiquant un couloir au 2e étage. La suite principale appartient à Madame Clarisse. À côté, la chambre qui fut celle de Monsieur Bernard, gardée intacte depuis son décès. Ensuite, nous avons la chambre de Théo, et au bout du couloir, celle d'Hélène. « Et où se trouve ma chambre ?» demanda Jeanne. « Dans l'aile du personnel, bien sûr. Mais ne t'inquiète pas. En tant que mon assistante, tu auras l'une des meilleures chambres de l'équipe. » Elles suivirent un autre couloir jusqu'à une zone plus simple, bien que toujours luxueuse selon les standards de Jeanne. Sa chambre était spacieuse, avec un lit simple, une armoire, un bureau et un petit fauteuil près de la fenêtre qui offrait une vue sur les jardins latéraux. « J'espère que cela te convient, » dit Cécile. La salle de bain est partagée avec Rosa, la femme de chambre de l'étage, mais elle est très organisée. « Ah, c'est parfait, ma tante. Bien plus que ce dont j'ai l'habitude. » Après le départ de Cécile pour superviser les préparatifs du dîner, Jeanne s'assit sur le lit, tentant d'absorber tous les changements des dernières heures. Tout semblait irréel, le château, le luxe, la famille de Courtenay. Surtout Théo, avec ses yeux qui semblaient voir à travers elle. On frappa légèrement à la porte. En ouvrant, elle trouva une jeune femme d'à peu près son âge, vêtue de l'uniforme des femmes de chambre de la maison. « Bonjour, je suis Rosa », se présenta la jeune femme avec un sourire amical. « Je venais voir si vous aviez besoin d'aide pour défaire vos valises. Enchantée, Rosa. En vérité, j'ai peu de choses, mais j'accepte volontiers la compagnie. » Pendant que Jeanne rangeait ses vêtements simples dans l'armoire spacieuse, Rosa lui parlait de la routine de la maison et des particularités de ses habitants. Madame Clarisse se lève toujours à 6 heures, prend son café seule sur la terrasse, puis passe la matinée au bureau. Théo est presque toujours absent, s'occupant des affaires, mais quand il est là, il reste souvent au bureau ou à la bibliothèque. Il est réservé mais poli. Et Hélène ? Comment est-elle ? Demanda Jeanne, curieuse à propos de la fille que Clarisse avait décrite comme sensible. Le visage de Rosa changea subtilement. Hélène est compliquée. Elle a été internée dans une clinique à Paris pendant presque 1 an. Dépression, dit-on, après que son fiancé a rompu les fiançailles. Mais il y a des rumeurs. Rosa baissa la voix, comme si les murs pouvaient entendre. On dit qu'elle a tenté de... Elle fit un geste significatif de la main. « Je vois », murmura Jeanne, comprenant ce qui était sous-entendu. « Mais ne vous inquiétez pas, les nouveaux employés ont rarement beaucoup de contact avec Hélène. Elle vit dans son propre monde. »
Après le départ de Rosa, Jeanne prit une douche rapide et enfila sa meilleure tenue, une robe bleu clair simple mais bien entretenue. En se regardant dans le miroir, elle prit soudain conscience de son décalage dans cet environnement. Ses cheveux noirs et lisses, bien que propres et coiffés, n'avaient pas l'éclat travaillé des salons chers. Ses mains, bien que propres, montraient les callosités du travail à la ferme. Sa robe, même si c'était la meilleure qu'elle possédait, semblait être un chiffon comparé aux vêtements qu'elle avait vus sur Clarisse. Quand l'horloge marqua 7h50, Jeanne descendit pour le dîner. La petite salle à manger, utilisée pour les repas quotidiens, pouvait tout de même accueillir confortablement 10 personnes. La table était dressée avec de la porcelaine, du cristal et de l'argenterie, et des bougies allumées donnaient à la pièce une luminosité douce et élégante. Clarisse était déjà assise en bout de table, portant une autre robe, celle-ci dans un ton bordeaux qui rehaussait son teint clair. Théo arriva quelques instants après Jeanne, ayant troqué le costume de la journée pour une chemise bleue et un pantalon sombre. « Bonsoir, maman », salua-t-il, embrassant légèrement le front de Clarisse avant de remarquer Jeanne. « Ah, bonsoir, Jeanne. J'espère que vous vous adaptez bien. »« Oui, merci. Tout le monde a été très gentil, » répondit-elle mal à l'aise sous son regard. « Asseyez-vous, Jeanne, » indiqua Clarisse. « Chez les de Courtenay, les employés de confiance partagent que notre table. C'est une tradition initiée par mon beau-père. » Jeanne prit la place indiquée, à la droite de Théo et face à une chaise vide. « Hélène ne se joint pas à nous ce soir ?» demanda Théo, se servant du vin. « Hélène est à Paris, mon chéri. Elle rentre la semaine prochaine, comme je l'ai indiqué à Jeanne cet après-midi. »« Ah oui, avec tous ces voyages, je perds le fil d'où se trouve chacun. » Et Cécile supervisa personnellement le service, tandis que 2 employés apportèrent les plats. Une entrée d'asperges du Blayès, suivie d'un confit de canard au cèpe, et, pour finir, des cannelés. Tout était servi avec une formalité qui mettait Jeanne encore plus mal à l'aise, observant attentivement quel couvert elle devait utiliser à chaque instant. La conversation pendant le dîner tourna principalement autour des affaires de la famille. Les exportations de vin qui étaient en hausse, les problèmes avec un des navires de charge, la nouvelle ligne de cosmétiques à base de pépins de raisin qu'il prévoyait de lancer. « Et vous, Jeanne ?» demanda soudain Théo. « Que pensez-vous de notre petite entreprise familiale ?» La question la prit par surprise. « Je ne sais pas si je peux donner mon avis, étant donné que je viens d'arriver. Mais cela semble être une entreprise impressionnante, surtout parce qu'elle valorise les produits de notre région. » Théo sourit, semblant sincèrement intéressé par sa réponse. « Et vous connaissez bien les produits de la terre, j'imagine. Vous avez grandi à... où donc ? » « Dans le hameau de Sainte-Marie-du-Lot, petit à environ 4 heures de route d'ici. Nous cultivons principalement des noix et nous avons une petite vigne. »« Intéressant, » commenta Clarisse, bien que son ton suggérât le contraire. « Peut-être que votre connaissance locale pourra être utile à nos affaires un jour. Théo est toujours à la recherche de nouvelles perspectives. »« En fait, » ajouta Théo, « nous élargissons notre gamme de produits biologiques. Votre point de vue sur les méthodes de culture traditionnelles pourrait être précieux. » L'intérêt de... Théo semblait sincère et Jeanne se sentit moins tendue. « Ce serait un plaisir de contribuer si je le peux. » Après le dîner, Clarisse se retira dans ses appartements, laissant Théo et Jeanne momentanément seuls dans le couloir. « Ne vous laissez pas intimider par le luxe et les formalités, » dit-il d'un ton plus bas et plus intime. « Au fond, nous ne sommes que des gens très différents, » répondit Jeanne, incapable de retenir l'observation. Théo rit d'un son doux et agréable. « Les apparences peuvent être trompeuses, Jeanne. Parfois, les plus grandes différences se trouvent là où on s'y attend le moins, et les plus grandes similitudes, cachées sous des couches de circonstances. » Avant qu'elle ne puisse répondre, ils furent interrompus par Cécile qui arrivait dans le couloir. « Jeanne, pourrais-tu m'aider avec l'inventaire de l'office ? Nous en profiterons pour commencer ta formation. »« Aussi. »« Bien sûr, ma tante. » Se tournant vers Théo, elle fit un petit signe de tête. « Bonne nuit, monsieur. Je veux dire, Théo. »« Bonne nuit, Jeanne. » répondit-il avec un sourire qui resta gravé dans sa mémoire bien après qu'elle se soit couchée. Au cours des 2 semaines suivantes, Jeanne plongea dans la routine du château. Sous la direction de Cécile, elle apprit les détails complexes de l'administration, du contrôle des stocks de nourriture et de produits de nettoyage à la supervision des horaires du personnel et à l'organisation des fréquents événements sociaux de la famille. Son contact avec Clarisse était formel et limité aux réunions matinales pour discuter des activités de la journée. Théo, en revanche, bien qu'il passât la plupart de son temps hors du château, cherchait sa compagnie chaque fois qu'il était à la maison, lui posant des questions sur sa vie au bord de la rivière, ses opinions sur les livres
lui prêtant des volumes de la bibliothèque et partageant des histoires de ses voyages d'affaires. Un dimanche après-midi, alors que la maison était calme, la plupart des employés étant en congé, Jeanne en profita pour explorer les jardins. Elle découvrit, caché derrière une haie de buis, un petit kiosque entouré de rosiers. Elle s'assit sur le banc de bois, appréciant la vue sur le fleuve au loin et le rare moment de solitude. « C'est aussi mon refuge préféré », dit une voix masculine derrière elle, la faisant sursauter. Théo s'approcha, vêtu de vêtements décontractés, une chemise en lin blanc et un pantalon sombre. « Désolé si je vous ai fait peur. Je ne savais pas que quelqu'un venait ici. Peu de gens connaissent cet endroit. Mon grand-père l'a construit pour ma grand-mère, qui adorait les roses. » Il s'assit à côté d'elle, en gardant une distance respectueuse. « J'ai trouvé quelques livres que je pense que vous aimerez. Je les ai laissés dans votre chambre. »« Merci. J'apprécie beaucoup nos conversations sur la littérature. »« Moi aussi. » Il fit une pause, comme s'il choisissait soigneusement ses prochains mots. « Vous savez, Jeanne, j'ai l'étrange sensation que nous nous connaissons depuis bien plus longtemps. » Jeanne sentit son cœur s'accélérer. « Comment ça ? » Je ne sais pas l'expliquer. Il y a quelque chose en vous qui me semble familier, comme si nos chemins s'étaient déjà croisés. Avant que Jeanne ne puisse répondre, ils entendirent la voix de Cécile qui l'appelait. « Je dois y aller, » dit-elle en se levant rapidement. « Jeanne, » appela Théo alors qu'elle s'éloignait déjà. « Hélène arrive demain. Je voulais juste que vous le sachiez. » Cette nuit-là, Jeanne eut du mal à dormir. Les mots de Théo résonnaient dans son esprit. Il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il pouvait vraiment voir au-delà de son apparence simple. Et pourquoi l'avait-il prévenu spécifiquement de l'arrivée d'Hélène ? Y avait-il une signification cachée à cela ? Elle se réveilla le lendemain matin avec une étrange inquiétude. Tout en aidant Cécile avec les préparatifs pour l'arrivée d'Hélène, elle remarqua une agitation inhabituelle parmi les employés. Tout le monde semble nerveux à propos du retour d'Hélène, commenta-t-elle à Rosa alors qu'elle disposait des fleurs fraîches dans la chambre de la fille de Clarisse. Elle peut être imprévisible, répondit Rosa en ajustant les rideaux. Exigeante à 1 minute, complètement apathique la suivante. Et depuis son retour de la clinique, elle a des accès de colère qui effraient même Madame Clarisse. Jeanne absorba l'information en silence, arrangeant les lys blancs dans le vase en cristal, les fleurs préférées d'Hélène, selon Cécile. En organisant les pétales, son regard tomba sur une photographie encadrée sur la table de chevet. Hélène adolescente, aux côtés d'un jeune Théo et d'un homme d'âge mûr, qu'elle supposa être le défunt Bernard. Quelque chose dans l'image attira son attention. Les yeux d'Hélène, identiques à ceux de Théo et de Clarisse, ce ton particulier de marron foncé qui semblait presque doré sous une certaine lumière. Et puis, comme un éclair, le souvenir surgit. Le vieux médaillon de sa mère, gardé dans la petite boîte en bois à la maison, contenant la photographie délavée d'un jeune homme avec exactement le même regard. La Mercedes-Benz noire franchit les portes du château à 15 heures précises, une ponctualité que Jeanne avait déjà appris être une marque de fabrique de la famille de Courtenay. De la fenêtre de sa chambre, elle observa Pierre ouvrir la portière de la voiture et une femme élancée aux cheveux châtains sortir gracieusement de l'arrière. Hélène de Courtenay était arrivée. Clarisse et Théo l'attendaient en haut de l'escalier. Même à distance, Jeanne pouvait percevoir la tension dans les épaules de la matriarche. L'étreinte entre la mère et la fille sembla formelle, presque chorégraphiée. Théo, en revanche, enveloppa sa sœur dans une étreinte chaleureuse, la soulevant du sol un instant. « Jeanne », la voix de Cécile la surprit. « Madame Clarisse demande votre présence au Salon Bleu dans 1 demi-heure pour vous présenter formellement à mademoiselle Hélène. »« J'y serai », répondit Jeanne en s'éloignant de la fenêtre. Elle ressentait une anxiété inexplicable à l'idée de rencontrer Hélène, surtout après l'étrange connexion qu'elle avait perçue sur la photographie. 30 minutes plus tard, Jeanne entra dans le salon bleu, ainsi nommé pour sa décoration dans les tons bleu marine et or. Hélène était assise sur un canapé, une coupe de champagne à la main malgré l'heure. Debout, près de la cheminée, Clarisse gardait sa posture impeccable, tandis que Théo observait la scène d'un coin plus éloigné, adossé à une bibliothèque. « Ah, la voilà », annonça Clarisse. « Hélène, voici Jeanne Rivière, la nièce de Cécile et notre nouvelle assistante administrative. » Jeanne fit une légère révérence. « C'est un plaisir de vous rencontrer, mademoiselle Hélène. » Hélène l'étudia d'un regard pénétrant et analytique qui rappelait celui de Clarisse, mais il y avait quelque chose de plus, une intensité fiévreuse, presque dérangeante. Elle était incontestablement belle,
avec les mêmes traits aristocratiques que Théo, mais sa beauté avait une qualité fragile, comme de la porcelaine fine sur le point de se briser. « Vous êtes donc la nouvelle protégée de maman », dit Hélène, finalement, sa voix étonnamment mélodieuse. « Intéressant. Vous ne ressemblez pas du tout à Cécile. »« Hélène, » avertit doucement Clarisse. « Quoi ? Je ne fais qu'observer. » Hélène prit une gorgée de champagne. « En fait, elle me rappelle quelqu'un. »« Tu ne trouves pas, Théo ?» Théo bougea, mal à l'aise. « Je ne vois pas de qui tu veux parler, Hélène. » Un sourire énigmatique effleura les lèvres d'Hélène. « Non ? Je pensais que tu l'avais remarqué aussi. » Ce menton la forme des yeux, elle laissa la phrase en suspens, savourant la tension qu'elle avait créée. « Jeanne sera disponible pour vous aider à vous réinstaller, » intervint Clarisse, changeant de sujet. « Pour tout ce dont vous aurez besoin, vous pouvez vous adresser à elle. » « Quelle gentillesse de ta part, maman, de désigner quelqu'un spécialement pour moi. Penses-tu que je ne suis pas capable de m'occuper de moi-même après une année entière en clinique ?» Le ton était léger, mais les mots portaient un venin subtil. « C'est juste de la courtoisie, Hélène. Rien de plus. » « Bien sûr !» Hélène reporta son attention sur Jeanne. « Et d'où venez-vous, Jeanne Rivière ?»« D'un hameau au bord de la rivière, à quelques heures de route d'ici. Sainte-Marie-du-Lot. »« Une fille de la rivière ?» murmura Hélène avec un intérêt soudain et authentique. « Ça doit être fascinant de grandir ainsi, libre des entraves sociales, des attentes. Parlez-moi de votre famille. » « Mes parents sont agriculteurs. Nous avons une petite ferme et nous ramassons des noix. Une vie simple mais honnête. »« Ah, et votre mère ? Comment s'appelle-t-elle ? » ?»« Louise. »« Louise ?» répéta Hélène, comme si elle savourait le nom. « Et elle a toujours vécu à Sainte-Marie ? » ?»« Non, elle était venue de Toulouse quand elle était jeune, après avoir rencontré mon père. » Quelque chose brilla dans les yeux d'Hélène. De la reconnaissance, un triomphe, mais ce fut si rapide que Jeanne n'en fut pas sûre. Fascinant. Il faudra que nous en reparlions. Hélène se leva d'un mouvement fluide. « Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai besoin de me reposer. » Le voyage a été épuisant. Après le départ d'Hélène, un silence inconfortable plana dans l'air. Clarisse semblait perdue dans ses pensées, le visage un masque impénétrable. « Elle a l'air bien, » commenta finalement Théo. « Mieux que lors de ses dernières visites. »« Oui, » acquiesça Clarisse, bien que son ton ne soit pas convaincu. « Jeanne, vous pouvez vous retirer. J'ai des affaires à traiter avec Théo. »« Excusez-moi, » murmura Jeanne en sortant du salon. Cependant, au lieu de s'éloigner, quelque chose la poussa à rester à proximité, cachée derrière la porte entr'ouverte. Elle savait que c'était mal, mais la conversation semblait d'une manière ou d'une autre liée à elle. « As-tu vu comment elle a réagi ?» La voix de Clarisse parvint clairement, malgré le ton bas. « Nous n'aurions pas dû l'amener ici. C'est trop risqué. »« C'était ton idée, maman, » répondit Théo. « Tu as insisté quand Cécile a mentionné sa nièce. »« Je ne savais pas que ce serait si évident. »« À quoi t'attendais-tu ? Qu'il n'y ait aucune ressemblance ? » J'espérais que ce serait assez subtil pour passer inaperçu. Hélène est trop observatrice pour son propre bien. Une pause. Nous devons être prudents. Si Hélène commence à faire le lien, penses-tu vraiment qu'elle ne sait pas, après tout ce temps ? Si elle savait avec certitude, elle l'aurait déjà utilisé contre nous. Non, elle se doute, mais elle n'a pas de preuves. Et nous devons faire en sorte que cela reste ainsi. Jeanne s'éloigna silencieusement, le cœur battant à tout rompre. De quoi parlait-il ? Quel lien Hélène pourrait-elle faire ? Et pourquoi sa présence dans la maison semblait-elle faire partie d'un plan de Clarisse ? Les jours suivants, Jeanne perçut un changement subtil dans l'atmosphère du château. Hélène l'observait constamment avec un intérêt qui oscillait entre la curiosité authentique et quelque chose de plus sombre. Clarisse, en revanche, semblait éviter de se retrouver seule avec elle, déléguant de plus en plus de responsabilités à Cécile. Seul Théo gardait la même attitude, amicale, attentionnée, cherchant toujours sa compagnie lorsqu'il était à la maison. Leurs conversations devinrent le point culminant des journées de Jeanne, des moments où elle pouvait temporairement oublier les mystères qui l'entouraient. Un après-midi particulièrement chaud, alors qu'elle organisait le courrier dans le bureau, Jeanne fut surprise par Hélène. « Toujours au travail », commenta la fille de Clarisse en entrant sans frapper. Elle portait une robe d'été légère qui accentuait sa minceur. « Maman doit être ravie de votre dévouement. »« Oh, c'est mon travail, mademoiselle Hélène. »« Hélène, s'il vous plaît. Je déteste les formalités. » Elle se promena dans le bureau, les doigts glissant sur les meubles comme si elle cherchait de la poussière. « Théo et vous êtes devenus proches. » Ce n'était pas une question, mais Jeanne sentit qu'elle devait répondre. « Monsieur Théo a été très gentil. »« J'en suis sûre. » Hélène sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Mon frère a toujours eu une faiblesse pour les causes perdues. »
Avec tout le respect que je vous dois, je ne me considère pas comme une cause perdue. Non? Hélène inclina la tête, l'étudiant. Une fille de la rivière, sans éducation formelle, sans relation, travaillant pour l'une des familles les plus puissantes d'Aquitaine. Comment appelez-vous cela? Jeanne garda le silence, refusant de se laisser provoquer. Savez-vous ce qui est le plus intéressant à votre sujet, Jeanne Rivière? Continua Hélène. C'est que vous n'appartenez vraiment à aucun endroit, plus à votre monde au bord de l'eau, mais certainement pas au nôtre. Une âme dans les limbes. Elle s'approcha, baissant la voix comme si elle partageait un secret. Ou peut-être que c'est moi qui me trompe. Peut-être appartenez-vous à ce monde plus que vous ne l'imaginez. Un frisson parcourut l'échine de Jeanne. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Non? Hélène ouvrit un tiroir du bureau, fouillant nonchalamment parmi les papiers. Avez-vous déjà interrogé votre mère sur votre père? Votre vrai père? Sébastien Rivière. Vraiment? Hélène retira quelque chose du tiroir, une petite enveloppe, et la glissa dans sa poche avant que Jeanne ne puisse voir ce que c'était. Fascinant comme nous acceptons si facilement les histoires qu'on nous raconte dans l'enfance. Ne vous êtes-vous jamais demandé pourquoi vous ne ressemblez pas du tout à l'honnête Sébastien? Jeanne sentit son sang se glacer. Il était vrai qu'elle n'avait pas la peau mate et les traits marqués de son père, ayant hérité du teint plus clair et des yeux en amande de sa mère. Mais elle n'avait jamais remis cela en question. Beaucoup d'enfants ne ressemblent pas à leurs parents. Vous essayez de m'embrouiller, mademoiselle Hélène. Je ne sais pas pourquoi, mais ça ne marchera pas. Hélène rit, un son cristallin qui contrastait avec la tension du moment. Je n'essaie pas de vous embrouiller, Jeanne. J'essaie de vous ouvrir les yeux. Il y a plus de choses en commun entre nous que vous ne l'imaginez. Avant que Jeanne ne puisse répondre, Cécile apparut à la porte. Jeanne, Madame Clarisse a besoin du rapport sur les stocks. Hélène, votre mère vous cherchait. Hélène lança un dernier regard énigmatique à Jeanne. Nous reprendrons notre conversation un autre jour, fille de la rivière. Après le départ d'Hélène, Jeanne resta immobile, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Ne l'écoute pas, conseilla Cécile en s'approchant. Hélène a toujours aimé jouer avec l'esprit des gens, ça fait partie de son problème. Mais pourquoi avec moi? Nous nous connaissons à peine. Cécile hésita, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Hélène a une capacité spéciale à détecter les vulnérabilités. Et toi, ma chère, tu es nouvelle ici, encore en train de t'adapter. Cela fait de toi une cible facile. L'explication avait du sens, mais elle ne calma pas l'inquiétude que ressentait Jeanne. Les mots d'Hélène avaient touché un point sensible dont elle ignorait même l'existence. Ce soir-là, pendant le dîner, Hélène était étrangement silencieuse, presque cordiale. Clarisse et Théo tenaient une conversation sur les affaires, tandis que Jeanne essayait de se concentrer sur sa nourriture, évitant le regard d'Hélène. « J'ai reçu un appel intéressant aujourd'hui », annonça soudain Hélène, interrompant la conversation sur la nouvelle usine de transformation de pépins de raisin. « De l'avocat de papa », Clarisse posa lentement ses couverts. « Et que voulait maître Gabriel ?» Apparemment, il y a certaines clauses dans le testament de papa qui n'ont pas encore été exécutées. Des clauses que même toi, maman, tu ne connaissais pas. « Oh, quel genre de clauses ?» demanda Théo le front plissé. « Liées à des bénéficiaires non reconnus publiquement. » Hélène regarda directement Jeanne. « N'est-ce pas fascinant comme les secrets trouvent toujours un moyen de remonter à la surface ?»« Hélène, je ne pense pas que ce soit un sujet approprié pour le dîner, » dit Clarisse, sa voix tendue comme une corde de violon sur le point de rompre. « Pourquoi pas? Nous sommes tous en famille, ici. » Hélène sourit doucement. « Ou presque tous. »« Ça suffit. » Théo frappa du poing sur la table, surprenant tout le monde. « Si tu as quelque chose à dire, Hélène, dis-le directement. Sinon, respecte la table de notre mère. » Hélène se renversa sur sa chaise, une lueur de satisfaction dans les yeux. « Je pensais juste que nous devrions être transparents sur les affaires de la famille, surtout compte tenu des récents développements. » Le reste du dîner se déroula dans un silence pesant, interrompu seulement par des commentaires forcés sur la nourriture ou le temps. Jeanne sentait le poids des regards de tous. Hélène avec sa satisfaction malicieuse, Clarisse avec son inquiétude mal dissimulée, Théo avec une intensité qu'elle ne parvenait pas à déchiffrer. Plus tard, dans sa chambre, Jeanne ne parvenait pas à dormir. Les insinuations d'Hélène résonnaient dans son esprit, ainsi que des fragments de la conversation qu'elle avait surprise entre Clarisse et Théo. Il y avait quelque chose à son sujet, une connexion avec cette famille qu'elle ignorait. On frappa légèrement à la porte. En l'ouvrant, elle trouva Rosa, l'air nerveux. « Monsieur Théo a demandé à vous voir au kiosque », murmura la femme de chambre. « Il a dit que c'était important. Maintenant, il est presque 11 heures du soir. » Il semblait pressé.
Il a dit que personne ne devait savoir. Jeanne hésita. Une partie d'elle lui disait de ne pas y aller, que cela pourrait être dangereux. Mais une autre partie, plus forte, avait besoin de réponses. « Merci, Rosa. » Elle enfila une veste légère sur sa chemise de nuit et descendit silencieusement par l'escalier de service, évitant les couloirs principaux. La nuit était claire, avec une pleine lune illuminant les jardins de tons argentés. Le chemin jusqu'au kiosque ne lui parut jamais aussi long, chaque ombre projetée par les arbres faisant accélérer son cœur. Quand elle arriva enfin, elle trouva Théo debout, regardant le fleuve. En entendant ses pas, il se retourna rapidement. « Vous êtes venu, dit-il, le soulagement évident dans sa voix. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez. » « Que se passe-t-il, Théo ? Pourquoi tout ce mystère ?» Il s'approcha, son visage sérieux à la lumière de la lune. « Hélène a raison, Jeanne. Il y a des choses sur vous, sur votre famille, que vous ne savez pas. Des choses que ma mère essaie de cacher depuis des années. » Jeanne sentit ses jambes flageoler. « Quelle chose ? Vous feriez mieux de vous asseoir. » Jeanne obéit, s'asseyant sur le banc du kiosque. Théo resta debout, comme si la proximité physique pouvait rendre plus difficile ce qu'il s'apprêtait à révéler. Mon père, Bernard de Courtenay, visitait fréquemment les communautés rurales de la région, supervisant les projets sociaux de l'entreprise. C'était il y a plus de 25 ans. Il fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. Lors d'un de ses voyages, il a rencontré une jeune femme nommée Louise. Le nom de sa mère sur ses lèvres figea Jeanne. « Qu'est-ce que vous insinuez ?»« Je n'insinue rien, Jeanne. Je le dis directement. Mon père et votre mère ont eu une liaison. Brève, mais suffisamment importante pour avoir des conséquences. » « Non. » Jeanne secoua la tête en signe de déni. « Mon père est Sébastien. Il l'a toujours été. Sébastien a rencontré votre mère alors qu'elle était déjà enceinte de 2 mois. Il l'a acceptée. Il vous a accepté, vous a donné un nom et un foyer. Pour cela, j'ai un immense respect pour lui. » Jeanne se leva, la tête lui tournant. « Comment savez-vous cela ? Comment pouvez-vous en être si sûr ? Parce que mon père a tout avoué à ma mère avant de mourir. Le remords l'a consumé pendant des années. Et parce que... » Théo hésita, la regardant droit dans les yeux. « Parce que vous avez ces yeux, Jeanne, les yeux des de Courtenay. Les mêmes yeux qu'Hélène a remarqués au premier instant où elle vous a vu. » Les pièces commencèrent à s'assembler. L'intérêt soudain de Clarisse à l'amener au château. Les observations d'Hélène, les conversations murmurées. Tout prenait un sens terrible. « Alors je suis... » Sa voix se brisa. « Ma demi-sœur, » compléta Théo, sa voix mêlant tristesse et une étrange tendresse. « Et celle d'Hélène. » Le monde de Jeanne s'effondra. Toute son identité, toute son histoire, tout ce qu'elle croyait être vrai, s'écroulait comme un château de cartes. « Pourquoi votre mère m'a-t-elle fait venir ici ? Si elle savait qui j'étais, pourquoi me vouloir près d'elle ? C'est la partie que je ne comprends pas entièrement. Mais je connais ma mère. Elle ne fait jamais rien sans un but calculé. » Théo s'approcha, touchant doucement son épaule. « L'important maintenant, c'est que vous sachiez la vérité. Ce que vous en ferez, c'est votre choix. » Jeanne s'écarta de son contact, incapable de traiter autant d'informations à la fois. « J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin d'être seule. »« Je comprends. Mais Jeanne... » Il la retint par le poignet alors qu'elle se tournait pour partir. « Hélène a récemment découvert une clause dans le testament de mon père, une clause qui reconnaît et pourvoit aux besoins de tout enfant qu'il aurait pu avoir hors mariage, moyennant une preuve ADN. Cela ferait de vous une héritière légitime d'une part considérable de la fortune des de Courtenay. » « Vous pensez que c'est l'argent qui me perturbe ?» Jeanne retira son bras, se libérant. « Je viens de découvrir que toute ma vie est construite sur un mensonge, que l'homme que j'ai appelé père pendant 25 ans n'est pas mon père biologique. »« Et vous vous inquiétez pour l'argent ?»« Non, je m'inquiète pour vous, » répondit Théo, la frustration évidente dans sa voix. « Hélène ne va pas faciliter les choses. Elle vous verra comme une menace pour son héritage. Et ma mère ?» Il soupira lourdement. « Ma mère fera ce qu'il faut pour protéger le nom de la famille. » « Et vous, que voulez-vous » demanda Jeanne, soudain consciente de la vraie question qui la tourmentait. Théo resta silencieux un long moment, le regard fixé dans ses yeux. « Je veux que vous trouviez votre place, Jeanne, quelle qu'elle soit, même si ce n'est pas à mes côtés. » L'aveu plana dans l'air entre eux, chargé d'implications que Jeanne n'était pas prête à affronter. Sans un mot de plus, elle se retourna et courut vers le château, les larmes brouillant sa vision. Dans sa course, elle ne remarqua pas la silhouette cachée entre les arbres, Hélène, un sourire énigmatique aux lèvres et un petit enregistreur à la main. La pluie tombait sans relâche sur Bordeaux, transformant les jardins du château en flaques boueuses et créant un rideau d'eau qui isolait la propriété du reste du monde. Jeanne observait les gouttes couler sur la vitre de sa chambre,
réfléchissant à la façon dont sa vie avait complètement basculé en une seule nuit. 3 jours s'étaient écoulés depuis la révélation de Théo au kiosque. 3 jours pendant lesquels Jeanne était à peine sortie de sa chambre, prétextant être souffrante. Cécile, inquiète, lui avait apporté des repas qui restaient pratiquement intacts. Elle ne pouvait ni manger, ni dormir. Elle ne faisait que revivre indéfiniment cette conversation, essayant de comprendre ce que cela signifiait pour son identité, son avenir, sa compréhension de qui elle était. On frappa doucement à la porte. « Jeanne ?» C'était la voix de Cécile. « Je peux entrer ?»« Oui, ma tante », répondit-elle en s'éloignant de la fenêtre. Cécile entra avec un plateau de thé et de biscuits. Son visage, habituellement serein, était marqué par des cernes et des rides d'inquiétude. « Nous devons parler », dit la gouvernante en posant le plateau sur la table de chevet. « De ce que Théo t'a raconté ?» Jeanne se tourna brusquement vers sa tante. « Tu savais ?» Cécile acquiesça lentement, le poids de la culpabilité visible dans ses yeux fatigués. « Ta mère est ma sœur, Jeanne. Bien sûr que je savais. »« Oh, pourquoi ne m'avoir jamais rien dit ?»« Pourquoi vivre dans le mensonge pendant 25 ans ?» Louise aime Sébastien profondément. Quand elle a rencontré Bernard, elle était jeune, naïve, charmée par l'homme riche et puissant qui lui promettait le monde. Cécile s'assit sur le bord du lit, les mains croisées sur ses genoux. Bernard ne lui a pas dit qu'il était marié, pas avant de découvrir qu'elle était enceinte. Alors il lui a offert de l'argent pour régler le problème. Jeanne sentit son estomac se nouer. Il voulait qu'elle m'avorte ? Ta mère a refusé. Mais le scandale aurait été dévastateur pour la réputation des deux Courtenay, alors Bernard a exigé qu'elle disparaisse. C'est là que Sébastien est entré dans sa vie. Un homme bon, qu'il a aimé malgré tout, et t'a accepté comme sa fille. Et tu as aidé à maintenir ce mensonge pour te protéger, Jeanne. Pour te donner une chance de grandir loin de la toxicité de cette famille. Cécile soupira profondément. Quand Clarisse m'a contacté il y a 2 mois, disant qu'elle voulait te faire venir travailler ici, j'ai été terrifié. J'ai essayé de l'en dissuader, mais... Mais quoi ? Mais elle avait des cartes en main. Elle a menacé de tout exposer, de détruire la paix que ta mère et Sébastien avaient si soigneusement construite. Elle a dit que si je ne coopérais pas, elle enverrait des avocats au hameau. Jeanne sentit une vague de colère l'envahir. Pourquoi maintenant ? Pourquoi, après 25 ans, Clarisse a-t-elle décidé de me faire venir ? « Le testament de Bernard !» répondit Cécile, confirmant ce que Théo avait dit. Peu avant de mourir, tourmenté par la culpabilité, il a inclus une clause reconnaissant tout enfant qu'il aurait eu hors mariage. Clarisse a gardé cela secret pendant des années, mais récemment, l'avocat de la famille, Maître Gabriel, a commencé à faire pression pour que les dernières volontés de Bernard soient respectées. Alors elle m'a amené ici pour... Quoi ? Me garder sous contrôle ? M'observer ? Pour t'évaluer, pour voir si tu représentais une menace réelle pour l'empire qu'elle a construit. Cécile toucha doucement le bras de Jeanne. Mais je pense que quelque chose d'inattendu s'est produit. Elle a commencé à voir en toi des qualités qu'elle admirait. Théo les a certainement vues. Jeanne sentit son visage brûler en pensant à Théo. Les regards, les conversations, la proximité croissante. Tout était maintenant entaché par la révélation de leur parenté. Et Hélène ? Elle sait. Elle s'en doute depuis longtemps. Hélène a toujours été trop perspicace pour son propre bien. Enfant, elle a trouvé des lettres que Bernard avait gardées, des lettres de ta mère. La découverte l'a dévastée, contribuant à ses problèmes émotionnels. Jeanne absorba l'information en silence. Tant de vies affectées par des secrets et des mensonges, tant d'années perdues. « Que dois-je faire maintenant, ma tante ?» demanda-t-elle finalement, sa voix petite, presque enfantine. « Toi seule peux le décider, ma chère. Mais sache que, quel que soit le sang qui coule dans tes veines, tu es celle que tu choisis d'être. Sébastien ne t'a peut-être pas donné la vie, mais il t'a donné de l'amour, des valeurs, un caractère, des choses qu'aucun test ADN ne peut quantifier. » Après le départ de Cécile, Jeanne resta assise sur le lit pendant de longues minutes, digérant tout ce qu'elle avait appris. Finalement, avec une détermination renouvelée, elle se leva et changea de vêtements. Il était temps d'affronter la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle descendit les escaliers, décidée à chercher Clarisse. Dans le couloir menant au bureau de la matriarche, elle entendit des voix altérées venant de la bibliothèque. Elle s'approcha silencieusement, reconnaissant les voix d'Hélène et de Clarisse dans une discussion animée. Tu ne peux pas simplement l'ignorer. La voix d'Hélène était chargée de fureur. Elle a autant le droit à l'héritage que moi et Théo. Ce n'est pas à toi d'en décider, Hélène, répondit Clarisse, son ton froid contrastant avec l'ardeur de sa fille. Ah non ? Peut-être que je devrais porter l'affaire devant les tribunaux, alors.
Je suis sûr que les journaux adoreraient l'histoire, l'illustre Bernard de Courtenay et sa liaison avec une paysanne. La fille bâtarde cachée pendant 2 décennies. J'imagine les gros titres. Tu n'oserais pas. Ne me teste pas, maman. Pas après tout ce que tu m'as fait subir. La voix d'Hélène baissa, devenant presque un murmure venimeux. Tu m'as interné dans cette clinique pour me faire taire, pour que je ne raconte pas au monde quel genre d'homme était vraiment papa. Mais maintenant, j'ai la preuve vivante qui se promène dans les couloirs de cette maison. Jeanne recula, choquée par l'intensité de la haine dans la voix d'Hélène. En se retournant pour partir, elle tomba nez à nez avec Théo, qui, apparemment, écoutait aussi la conversation. « Venez », murmura-t-il, la guidant doucement par le bras jusqu'à une pièce vide à proximité, le petit salon de musique qui était rarement utilisé. « Vous n'auriez pas dû entendre ça. »« Je n'aurais pas dû entendre la vérité ?» rétorqua Jeanne, plus agressivement qu'elle ne le voulait. « Encore des secrets, Théo ? Vous ne pensez pas que ça suffit ?» Il soupira profondément, passant la main dans ses cheveux dans un geste qu'elle avait appris à reconnaître comme un signe d'inquiétude. Hélène est hors de contrôle. Elle a toujours eu des problèmes émotionnels, mais ces dernières années, il laissa la phrase mourir. Elle me déteste et ne me connaît même pas. Ce n'est pas vous qu'elle déteste, Jeanne. C'est ce que vous représentez. Théo s'assit au piano, jouant distraitement quelques notes. Hélène adorait notre père. Il était son héros, son protecteur. Quand elle a découvert sa liaison avec votre mère, quelque chose s'est brisé en elle. L'image parfaite qu'elle avait de lui a été détruite. Et c'est de ma faute ? Bien sûr que non. Mais Hélène a besoin de quelqu'un à blâmer, et vous êtes la cible la plus facile. Il la regarda intensément. J'ai peur de ce qu'elle pourrait faire. Elle a menacé de porter l'affaire au tribunal, de tout exposer. C'est possible. Hélène a toujours été imprévisible, mais je ne l'ai jamais vue aussi déterminée. Théo hésita, comme s'il pesait ses prochains mots. Il y a quelque chose que vous devriez savoir, quelque chose qui complique encore plus la situation. Qu'y a-t-il de plus ? Demanda Jeanne, épuisée par les révélations. La clause du testament de mon père ne vous reconnaît pas seulement comme fille légitime, elle vous accorde spécifiquement le contrôle majoritaire des actions de l'entreprise de Courtenay. Jeanne eut l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. Comment est-ce possible ? Pourquoi votre père ferait-il ça ? La culpabilité, peut-être. Ou peut-être parce que, au fond, il savait qu'Hélène n'avait pas la stabilité nécessaire pour gérer la fortune familiale, et il craignait que je ne suive ses traces dans les affaires, en privilégiant le profit avant tout, y compris la terre et ses habitants. Théo referma doucement le couvercle du piano. Quelle que soit la raison, le fait est que, si vous revendiquez vos droits légaux, vous aurez plus de pouvoir sur l'empire des de Courtenay que n'importe lequel d'entre nous. L'ampleur de cette révélation la laissa sans voix. Ce n'était pas seulement une question de reconnaissance, d'identité, c'était un transfert massif de pouvoir et de richesse. « Je ne veux pas de ça, » dit-elle finalement. « Je n'ai jamais rien demandé de tout cela. Moi, je le sais. Et c'est pourquoi mon père a dû vous faire confiance. » Théo se leva, s'approchant. « Jeanne, indépendamment de ce que vous déciderez de faire, je veux que vous sachiez que je suis à vos côtés. Pas pour l'entreprise, pas pour l'héritage, mais parce que... » Il hésita, le conflit visible dans ses yeux. « Parce qu'en si peu de temps, vous êtes devenue importante pour moi. D'une manière qui ne le devrait pas, compte tenu des circonstances. » Le cœur de Jeanne s'accéléra. Il y avait un aveu dans ses paroles, une confession des sentiments qui avaient aussi grandi en elle. Des sentiments qui étaient maintenant compliqués par le lien du sang qu'il venait de découvrir partagé. « Nous ne pouvons pas, Théo, pas après ce que nous savons maintenant. » « Je sais. » Il recula légèrement. « Pardonnez-moi. Je n'aurais pas dû dire ça. » Un silence inconfortable plana entre eux, chargé de possibilités qui ne pourraient jamais être explorées. « Que feriez-vous si vous étiez à ma place ?» demanda finalement Jeanne. « Honnêtement, je ne sais pas. La fortune des de Courtenay est tentante, mais elle a un prix élevé. Hélène ne l'acceptera jamais pacifiquement. Ma mère se battra avec toutes les armes dont elle dispose. Et croyez-moi, elles sont nombreuses. Vous entreriez dans une guerre dont vous ne soupçonniez même pas l'existence. Et si je pars, tout simplement, retourner à la maison, prétendre que rien de tout cela n'est arrivé ?» Théo sourit tristement. « Ils viendraient vous chercher, d'une manière ou d'une autre. Certaines vérités, une fois révélées, ne peuvent plus être cachées. » Le son de pas précipités dans le couloir interrompit leur conversation. La porte s'ouvrit brusquement et Cécile entra, le visage pâle. « Jeanne, tu dois venir avec moi, maintenant. » « Que se passe-t-il » demanda Théo, alarmé par l'expression de la gouvernante. « Sébastien et Louise sont ici, à l'entrée de la maison. » Jeanne sentit son sang se glacer. « Mes parents ?»
Ici? Comment? Hélène, répondit Cécile, la voix tremblante. Elle les a contactés, leur a tout raconté. Ils ont pris le premier bus pour Bordeaux. Sans attendre d'autres explications, Jeanne courut à travers les couloirs du château jusqu'à l'entrée principale. En ouvrant la porte, elle vit la scène qu'elle n'aurait jamais pensé voir. Ses parents, ou plutôt sa mère et l'homme qui l'avait élevée comme sa fille, se tenant sous la pluie fine, l'air petits et déplacés devant l'imposant château des de Courtenay. « Maman, papa » cria-t-elle, courant pour les serrer dans ses bras, indifférente à la pluie qui trempait maintenant sa robe. Louise lui rendit son étreinte avec force, les larmes se mêlant à l'eau de pluie sur son visage. Sébastien, toujours si fort et inébranlable, semblait soudainement vieilli, le poids des secrets visibles dans les nouvelles rides qui marquaient son visage. « Ma fille, murmura-t-il la voix étranglée, nous sommes venus te chercher, nous rentrons à la maison. »« Comment avez-vous su ? Qu'est-ce qu'Hélène vous a dit ? » ?»« Une jeune femme a téléphoné, » expliqua Louise, s'écartant légèrement pour regarder le visage de sa fille. « Elle a dit que tu avais découvert la vérité sur ton père biologique, qu'ils essayaient d'acheter ton silence, de te retenir ici contre ta volonté. »« Ce n'est pas vrai. »« Je suis venu travailler ici de mon plein gré. »« Elle a dit qu'il dit rien de ça, » intervint Sébastien, le regard dur. « Elle a dit qu'il t'avait mis des idées en tête, qu'il te manipulait pour que tu revendiques un héritage et que tu abandonnes ta vraie famille. » Jeanne sentit une vague de fureur contre Hélène. Sa manipulation n'avait pas de limite. Elle essayait maintenant d'utiliser ses propres parents contre elle. « Rien de tout cela n'est vrai, » dit-elle fermement. « Oui, j'ai découvert que Bernard de Courtenay était mon père biologique. Mais toi, Sébastien Rivière, tu seras toujours mon vrai père. L'homme qui m'a élevé, qui m'a appris à marcher, à cultiver, à être une personne droite. » Les yeux de Sébastien s'emplirent de larmes, quelque chose que Jeanne n'avait jamais vu arriver. Il la serra dans une étreinte puissante, son corps solide tremblant légèrement. « Tu ne sais pas ce que ça signifie d'entendre ça, ma fille. »« Je crois que si, papa, parce que ça signifie la même chose pour moi de le dire. » Quand ils se séparèrent, Jeanne remarqua que Théo et Cécile s'étaient approchés et observèrent la scène à distance. Clarisse était également apparue, debout en haut de l'escalier, son visage un masque impénétrable. Et derrière elle, Hélène, un sourire de triomphe aux lèvres. « S'il vous plaît, entrez. » invita Jeanne. « Nous ne pouvons pas parler ici sous la pluie. » Louise et Sébastien échangèrent des regards inquiets. Il était évident qu'ils se sentaient intimidés par la grandeur du château et la présence des de Courtenay. « Peut-être vaut-il mieux que nous allions en ville, » suggéra Sébastien. « Nous pouvons parler dans un endroit neutre. »« Non, » intervint Clarisse, descendant les escaliers avec l'élégance qui la caractérisait. Son regard parcourut les visiteurs, s'arrêtant plus longuement sur Louise. « Vous êtes les bienvenus dans ma maison. Nous avons beaucoup de choses à discuter, et je préfère que ce soit en privé. » La tension dans l'air était palpable tandis que le groupe se dirigeait vers le salon. Jeanne pouvait sentir le poids du moment historique. Les deux familles enfin face à face. Des décennies de secrets sur le point d'être exposés. Dans le salon, Clarisse prit l'initiative, brisant le silence inconfortable. « Louise, cela fait longtemps. Vous n'avez pas changé autant que je l'aurais cru. »« Vous non plus, Clarisse, » répondit la mère de Jeanne, surprenant sa fille par la familiarité avec laquelle elle traitait la matriarche des de Courtenay. « Vous vous connaissez » demanda Jeanne, confuse. « Votre mère a travaillé ici dans cette maison comme employée de maison avant votre naissance, » expliqua Clarisse. « C'est ainsi qu'elle a connu Bernard. » La révélation frappa Jeanne comme un coup de poing. Une autre pièce du puzzle s'emboîtait, un autre secret éclatait au grand jour. « Pourquoi ne me l'as-tu jamais dit, maman ?»« Que devais-je te dire, ma fille ? Que j'avais été séduite par le patron ? Que je m'étais enfuie enceinte et honteuse ?» Louise regarda directement Clarisse. « Ce n'était pas seulement pour moi que j'ai gardé le secret, c'était un accord. Bernard m'a donné de l'argent pour recommencer loin, et en échange, j'ai promis de ne jamais révéler que l'enfant que j'attendais était de lui. Un accord que vous avez respecté pendant 25 ans, observa Théo, de l'admiration dans la voix. Malgré toutes les difficultés financières que vous avez rencontrées. Ce n'est pas pour l'argent que j'ai gardé le secret, rétorqua Louise, la fierté dans la voix. C'était pour protéger ma fille, pour lui donner une vie normale, loin de ce monde d'ambition et d'intrigue. Hélène, qui avait jusqu'alors observé la scène avec un désintérêt apparent, laissa échapper un rire cynique. Quelle noblesse de votre part. Et maintenant, allez-vous encore la protéger de son héritage légitime ? Ou allez-vous enfin admettre que tout ce temps, vous attendiez juste le bon moment pour réclamer ce qui lui revient de droit ? Hélène ? Avertit sévèrement Clarisse. Quoi ? Je ne fais que dire ce que tout le monde pense.
Hélène se leva, arpentant la pièce comme un prédateur cernant sa proie. Soyons honnêtes, personne ici ne se soucie vraiment de Jeanne. Toi, maman, tu veux juste éviter le scandale. Théo veut faire ce qui est juste, comme toujours, l'éternel chevalier servant. Et vous ? Elle lança un regard dédaigneux à Louise et Sébastien. Vous avez construit toute une vie sur un mensonge. Quel genre de base est-ce pour une famille ? Ça suffit, Hélène ! Théo se leva, faisant face à sa sœur. Ce n'est pas toi qui décides ce qui constitue une famille. Regarde-les. Ils ont élevé Jeanne avec amour, lui ont donné des valeurs que tu ne comprendrais jamais. C'est ça, une famille. Comme tu es naïf, petit frère. Hélène s'approcha de lui, provocatrice. Toujours à croire au meilleur chez les gens. Mais sais-tu ce que j'ai appris à la clinique ? Que nous avons tous un prix. Nous pouvons tous être achetés, manipulés, brisés. Elle se tourna vers Jeanne. Même notre chère petite sœur de la rivière. Je ne suis pas comme vous, Hélène, répondit Jeanne, gardant son calme malgré la provocation. Je ne vois pas le monde à travers vos lentilles déformées. Non ? Alors pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère l'argent que Bernard a déposé sur son compte chaque mois pendant toutes ces années ? Pourquoi ne lui demandes-tu pas les lettres qu'ils ont échangées même après ta naissance ? Jeanne se tourna vers sa mère, l'interrogation dans les yeux. Louise baissa le regard, confirmant silencieusement l'accusation d'Hélène. « Il a insisté », murmura Louise. « Il a dit que c'était le moins qu'il pouvait faire. J'ai utilisé l'argent pour tes études, Jeanne. Pour les médicaments quand Sébastien est tombé malade. Ça n'a jamais été pour moi. Tu vois ?» Hélène sourit victorieusement. « Tout le monde a un prix. Cela ne change rien. » Intervint Sébastien, parlant pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. Sa voix, bien que douce, portait une autorité naturelle qui fit que tout le monde se tourna vers lui. Je savais pour l'argent depuis le début. Je savais pour Bernard, pour tout. Et j'ai choisi d'aimer Jeanne comme ma fille, malgré tout. Pas pour l'argent, pas par obligation, mais parce que c'était la bonne chose à faire. Ces mots simples mais puissants créèrent un silence réfléchi dans la pièce. Même Hélène sembla momentanément sans réponse. Clarisse profita de la pause pour reprendre le contrôle de la situation. Je crois qu'il y a un moyen de résoudre cela qui soit juste pour toutes les parties concernées. Jeanne a des droits légitimes selon le testament de Bernard. Nous ne pouvons pas, et ne voulons pas, le nier. « Attendez, » interrompit Jeanne. « Avant de discuter d'un quelconque accord, j'ai besoin de temps. Du temps pour digérer tout ça, pour décider ce que je veux vraiment. »« Le temps est un luxe que nous n'avons pas, » répondit Clarisse. « La clause du testament stipule un délai. Si elle n'est pas réclamée dans les 30 jours suivant l'identification d'un héritier légitime, les droits prescrivent. Et qui a défini ce délai ? Qui a décidé que j'avais été identifié ? L'avocat de la famille, Maître Gabriel, a présenté la documentation officielle il y a 3 semaines, quand Hélène a découvert votre existence et a fait pression pour l'exécution de la clause. Clarisse soupira lourdement. C'est pour cela que je vous ai fait venir ici, Jeanne. Pas seulement pour vous connaître, mais pour vous préparer à cette responsabilité avant qu'il ne soit trop tard. Jeanne regarda autour d'elle dans la pièce, sa mère et Sébastien, visiblement mal à l'aise dans cet environnement opulent. Cécile, partagée entre ses loyautés. Théo, dont les yeux reflétaient une préoccupation sincère. Hélène, dont l'amertume semblait consumer toute possibilité de réconciliation. Et enfin Clarisse, la matriarche dont les motivations restaient une énigme. « J'ai besoin d'air », dit Jeanne en se levant brusquement. « Excusez-moi. » Sans attendre de réponse, elle sortit sur la terrasse, ignorant les appels de Théo. La pluie avait cessé, laissant l'air lourd et humide. Elle respira profondément, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées tumultueuses. Toute sa vie, elle n'avait connu qu'une seule réalité, la simplicité de la vie rurale, la lutte quotidienne pour la survie, l'amour inconditionnel de ses parents. Maintenant, soudainement, elle était l'héritière d'une des plus grandes fortunes d'Aquitaine, fille d'un homme qu'elle n'avait jamais connu, membre d'une famille dont les complexités et les ambitions lui étaient complètement étrangères. Et puis il y avait Théo, le demi-frère pour qui elle avait développé des sentiments qui semblaient maintenant impossibles, interdits. L'attirance qu'elle avait ressentie dès la première rencontre s'expliquait maintenant par un lien sanguin qui rendait toute possibilité romantique impensable. Regardant le ciel qui commençait à s'éclaircir après l'orage, Jeanne comprit qu'elle était devant la décision la plus importante de sa vie. Une décision qui affecterait non seulement son avenir, mais celui de 2 familles entières. La Garonne a toujours eu son propre rythme, sa propre manière de gérer les transformations. Les eaux du fleuve montaient et baissaient, les saisons alternaient entre crue et sécheresse, et la végétation des rives se renouvelait constamment. « C'est peut-être pour cela », pensa Jeanne en observant le lever du soleil le lendemain matin,
que les gens élevés dans cet environnement apprenaient à s'adapter, à trouver un équilibre même dans les plus grandes adversités. Elle n'avait pas dormi. Après la réunion houleuse entre les deux familles, ses parents s'étaient installés dans un petit hôtel en ville, refusant poliment l'offre de Clarisse de rester au château. Jeanne avait préféré rester. Elle avait besoin d'espace pour réfléchir, pour digérer toutes les révélations et décider de son prochain mouvement. Maintenant, assise sur le balcon de sa chambre, elle regardait la première péniche fendre les eaux dorées par le soleil levant. La vie continuait son cours, indifférente aux drames humains qui se déroulaient sur ses berges. On frappa à la porte. C'était Rosa, la femme de chambre, apportant un plateau avec le petit déjeuner. « Madame Clarisse m'a demandé de vous prévenir que l'avocat de la famille arrivera dans 1 heure, » informa Rosa en posant le plateau sur la table. « Tout le monde se réunira dans le bureau principal. »« Merci, Rosa. » Après le départ de la femme de chambre, Jeanne toucha à peine à la nourriture. Un avocat. Cela signifiait que des décisions seraient prises aujourd'hui. Des documents seraient signés, des vies seraient changées à jamais. Elle s'habilla avec soin, optant pour une robe simple mais élégante que Cécile lui avait offerte. En se regardant dans le miroir, elle réalisa à quel point elle avait changé depuis son arrivée au château. Pas seulement dans l'apparence, bien que ses cheveux soient maintenant mieux coupés, sa posture plus droite, ses vêtements plus raffinés. Le changement le plus profond était dans ses yeux, qui portèrent maintenant le poids de la connaissance, de la responsabilité, des choix impossibles. Quand elle descendit au bureau, elle trouva les autres déjà réunis. Ses parents étaient revenus, assis mal à l'aise dans un coin. Clarisse occupait le fauteuil principal derrière l'imposant bureau en acajou. Théo était debout près de la fenêtre, tandis qu'Hélène était avachie sur le canapé latéral, feignant le désintérêt malgré la tension évidente dans sa posture. Et il y avait un homme que Jeanne ne connaissait pas. Grand, d'âge mûr, impeccablement vêtu d'un costume sombre. Elle supposa que c'était Maître Gabriel, l'avocat. « Bonjour Jeanne », salua Clarisse formellement. « Voici Maître Gabriel Mendonça, l'avocat de la famille depuis plus de 3 décennies. Il est ici pour nous guider sur les questions légales relatives au testament de Bernard. » Gabriel inclina légèrement la tête en guise de salutation. « Mademoiselle Jeanne, c'est un plaisir de vous rencontrer enfin. »« Enfin ?» questionna Jeanne. « Vous saviez pour moi avant ? Bernard m'a fait confiance lorsque nous avons rédigé la clause qui vous bénéficie, » expliqua l'avocat. « Il a toujours eu l'intention de vous reconnaître publiquement un jour, mais il hésita, jetant un regard rapide à Clarisse. Les circonstances n'ont jamais été favorables. »« Tu veux dire que ma mère n'a jamais permis ?» intervint Hélène avec un sourire amer. Gabriel ignora le commentaire, ouvrant sa mallette de documents. « Je suis ici aujourd'hui parce que nous devons formaliser la situation. Le délai stipulé dans le testament pour la réclamation des droits expire dans exactement 1 semaine. Mademoiselle Jeanne, vous devez décider si vous souhaitez ou non accepter votre héritage. »« Et qu'inclut exactement cet héritage ?» demanda Sébastien, sa voix ferme malgré l'environnement intimidant. Selon les termes spécifiques laissés par Bernard de Courtenay, Gabriel ajusta ses lunettes, lisant directement le document. Sa fille biologique, désormais identifiée comme Jeanne Rivière, a droit à 1/3 de la propriété totale des entreprises, de Courtenay y compris le droit de vote dans les décisions d'entreprise. La villa sur le bassin d'Arcachon, un fonds fiduciaire d'une valeur approximative de 10 millions d'euros, et un siège au conseil d'administration de la Fondation de Courtenay pour le patrimoine d'Aquitaine. Le silence qui suivit était presque palpable. L'ampleur de la fortune mentionnée était incompréhensible pour Jeanne et ses parents. « Il y a aussi, » continua Gabriel, « une lettre personnelle que Bernard a laissée pour être remise à sa fille, au cas où elle serait retrouvée. » Il sortit de sa mallette une enveloppe jaunie par le temps, scellée du blason des de Courtenay. Il s'approcha et la tendit à Jeanne, qui la reçut avec des mains tremblantes. « Il y a une chose de plus que tout le monde doit savoir, » ajouta l'avocat en se tournant vers le groupe. La clause comporte une condition supplémentaire, une que Bernard a insisté pour garder secrète jusqu'à présent. « Quelle condition ?» demanda Clarisse en fronçant les sourcils. « Pour que Jeanne reçoive son héritage, elle doit assumer la présidence de la Fondation de Courtenay pour une période minimale de 5 ans. Pendant ce temps, elle aura autorité sur tous les projets sociaux et patrimoniaux de la famille dans la région. » La révélation tomba comme une bombe dans la pièce. Hélène se leva brusquement, le visage déformé par la fureur. « C'est absurde. Elle n'a aucune qualification, aucune expérience. »« C'était la volonté expresse de votre père, » répondit calmement Gabriel. Il croyait que quelqu'un ayant les racines de Jeanne dans la communauté locale apporterait une perspective précieuse à la Fondation.
Ou peut-être qu'il voulait juste sa précieuse bâtarde près de lui pour compenser 25 ans d'absence. Cracha Hélène. « Hélène, ça suffit !» La voix de Clarisse coupa l'air comme un fouet. « Respecte la mémoire de ton père. » Jeanne restait silencieuse, l'enveloppe pesant dans ses mains comme du plomb. Tout le monde l'observait, attendant une réaction, une décision. « J'ai besoin de lire ceci d'abord, » dit-elle finalement en levant l'enveloppe. « Seule !» Clarisse acquiesça. « Utilisez le bureau. Nous serons dans le salon quand vous serez prête. » Quand tout le monde fut sorti, Jeanne s'assit dans le fauteuil que Clarisse avait occupé, consciente de l'ironie de cette position de pouvoir si nouvelle pour elle. Avec précaution, elle ouvrit l'enveloppe et en retira 2 feuilles de papier, une lettre manuscrite et ce qui semblait être une vieille photographie. La calligraphie était élégante, masculine, décidée. La lettre datait de quelques mois avant la mort de Bernard. « Ma chère fille, » commençait-elle, « si tu lis ces mots, cela signifie que nous nous sommes enfin trouvés, même si je ne suis peut-être plus présent. Il y a tant de choses que j'aimerais te dire, tant de choses que j'aimerais expliquer, mais je sais que des mots sur du papier ne peuvent compenser 25 ans d'absence. D'abord, je dois te demander pardon. Non pas de t'avoir conçu, car je ne le regretterai jamais, mais de ne pas avoir eu le courage de te reconnaître publiquement, d'affronter les conventions sociales et ma propre femme pour te donner le nom qui te revenait de droit. J'ai connu ta mère, Louise, quand elle travaillait chez nous. C'était une jeune femme extraordinaire, intelligente, déterminée, avec une compréhension intuitive de la Terre et de ses habitants qui me fascinait. Notre relation a été brève, mais authentique. Quand elle m'a dit qu'elle attendait un enfant, mon premier mouvement a été la joie. Mais ensuite, la réalité s'est imposée. Le scandale, la menace pour la réputation des de Courtenay, la réaction de Clarisse. J'ai offert la solution la plus lâche, de l'argent pour qu'elle disparaisse. Louise a refusé mon offre initiale, mais a finalement accepté une pension mensuelle, non pas pour elle, mais pour toi. Au fil des ans, nous avons gardé un contact discret. Elle m'envoyait des photos de toi, me parlait de tes progrès à l'école, de tes compétences, de ton caractère. À travers ces lettres, j'ai connu la fille extraordinaire que tu devenais, même à distance. La décision de t'inclure dans mon testament n'a pas été prise à la légère. J'ai observé de loin l'empire que j'ai construit, l'impact de nos entreprises sur la région, et j'ai commencé à remettre en question l'héritage que je laisserai. Hélène, ma fille adorée, a une intelligence indéniable, mais aussi une instabilité émotionnelle préoccupante. Théo a le cœur à la bonne place, mais je crains qu'il ne soit trop facilement influencé par sa mère. Toi, en revanche, tu as grandi parmi les gens de la terre, tu comprends leurs besoins, tu respectes le patrimoine. C'est pourquoi je te confie non seulement une partie matérielle de mon héritage, mais aussi la responsabilité de la fondation, le projet que je considère comme mon véritable legs. Ne prends pas cette décision à la légère. L'accepter signifiera entrer dans un monde de pouvoir et de privilèges, mais aussi d'intrigues et de responsabilités écrasantes. La refuser serait tout aussi compréhensible, rester dans la vie simple et honnête que Louise et Sébastien, à qui je serai éternellement reconnaissant, t'ont offerte. Quel que soit ton choix, sache que, à ma manière imparfaite, je t'ai toujours aimé. Ton père, Bernard de Courtenay. Avec la lettre se trouvait une vieille photographie. Bernard, plus jeune, tenant un bébé dans ses bras. Au dos, écrit à la main, Jeanne, 3 mois. La seule fois où je t'ai tenu. Des larmes silencieuses coulèrent sur le visage de Jeanne. La photo avait été prise en secret, probablement lors d'une visite clandestine. Elle n'avait aucun souvenir de ce moment, de cet homme, de ce bref contact avec son père biologique. Pendant de longues minutes, elle resta immobile, absorbant le poids de ses révélations. Finalement, elle rangea la lettre et la photo dans l'enveloppe et sortit à la recherche des autres. Dans le salon, la tension était palpable. Hélène faisait les 100 pas comme un fauve en cage. Théo parlait à voix basse avec Louise et Sébastien, essayant apparemment de les rassurer. Clarisse observait la scène avec son sempiternel air impénétrable. Quand Jeanne entra, tous les regards se tournèrent vers elle. « J'ai pris ma décision », annonça-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'avait jamais été. « Et quelle est-elle » demanda Gabriel, stylo à la main, prêt à enregistrer sa réponse. « J'accepte mon héritage », déclara-t-elle, provoquant un sursaut visible chez Hélène, mais avec mes propres conditions. « Tes conditions » Gabriel fronça les sourcils. « Le testament établit déjà les termes. »« Oui, mais j'établis les miens pour les accepter », répondit Jeanne avec un calme surprenant.
Premièrement, je veux que la moitié du fonds fiduciaire soit immédiatement transférée à un projet de développement durable à Sainte-Marie-du-Lot et dans d'autres communautés rurales. C'est absurde, s'exclama Hélène. Elle n'a même pas encore touché l'héritage qu'elle veut déjà en donner la moitié. C'est mon droit, rétorqua fermement Jeanne. Deuxièmement, j'assumerai la présidence de la fondation comme stipulé. Mais je veux Théo comme coprésident avec un pouvoir de décision égal. Théo parut sincèrement surpris. Jeanne, vous n'avez pas besoin de faire ça. Je te veux à mes côtés, Théo. Ton expérience des affaires complète ma connaissance des communautés. Ensemble, nous pouvons faire plus que séparément. Et enfin, continua Jeanne se tournant vers Hélène, je veux que toi, Hélène, tu prennes la direction de la communication de la Fondation. Un silence stupéfait suivit cette déclaration. Hélène, qui s'apprêtait à une nouvelle attaque furieuse, resta momentanément sans voix. « Pourquoi » demanda-t-elle finalement méfiante. « Pourquoi me donnerais-tu le moindre pouvoir après tout ce que j'ai fait ? Parce que tu es brillante, éloquente et que, malgré tout, tu te soucies de l'héritage de ton père. En canalisant ton énergie vers quelque chose de constructif, tu peux faire la différence qu'il a toujours attendue de toi. » Hélène étudia le visage de Jeanne, cherchant des signes de manipulation ou de fausseté. N'en trouvant aucun, elle se rassit sur le canapé, reconsidérant apparemment sa position. « Et qu'en est-il du château » demanda Clarisse, parlant pour la première fois. « Et des actions de l'entreprise » ? « Le château reste le vôtre comme il l'a toujours été, » répondit Jeanne. « Quant aux actions, je conserverai mon droit de vote, mais je déléguerai la gestion quotidienne à Théo, à condition qu'il s'engage à des pratiques durables et éthiques. » Théo acquiesça. « Tu as ma parole. » Gabriel prit des notes rapides. « Je dois dire que ce sont des termes inhabituels, mais légalement viables. Je peux rédiger un accord qui englobe toutes ces conditions. »« Il y a encore une chose, » ajouta Jeanne. « Je veux que mes parents, Louise et Sébastien, soient officiellement reconnus comme consultants de la Fondation pour les questions relatives aux communautés rurales, avec un salaire approprié et un réel pouvoir d'influence sur les décisions. » Clarisse se leva, s'approchant de Jeanne avec une expression difficile à lire. Pendant un moment tendu, tout le monde attendit sa réaction. « Tu es bien la fille de Bernard, » dit-elle finalement, un sourire presque imperceptible effleurant ses lèvres. « Tu as la même combinaison déconcertante d'idéalisme et de pragmatisme qui m'a toujours fasciné chez lui. » Elle tendit la main formellement. « J'accepte vos termes, Jeanne de Courtenay-Rivière. Bienvenue dans la famille. » La poignée de main scella un nouveau chapitre dans l'histoire des deux familles. Ce n'était pas une fin de conte de fées, il y avait encore beaucoup de méfiance, de profonde rancœur, des ajustements douloureux à venir. Mais c'était un début, un compromis entre des mondes qui semblaient irréconciliables. Au cours des mois qui suivirent, la transition ne fut pas facile. Hélène, après une résistance initiale, embrassa étonnamment son nouveau rôle avec dévouement, canalisant son intelligence pour créer des campagnes de communication percutantes pour la Fondation. Sa relation avec Jeanne restait complexe, un mélange de ressentiments résiduels et de respect mutuel croissant. Clarisse, toujours stratège, adapta rapidement son discours public pour présenter Jeanne comme un exemple de l'engagement des de Courtenay envers les communautés locales. En privé, elle restait réservée, mais laissait progressivement tomber de petites barrières, surtout en voyant le dévouement sincère de Jeanne aux projets sociaux. Louise et Sébastien choisirent de rester à Sainte-Marie, supervisant les nouveaux projets de développement mis en œuvre par Jeanne. Chaque mois, ils se rendaient à Bordeaux pour les réunions de la Fondation, occasion où la famille au complet se réunissait, des moments encore tendus, mais progressivement plus naturels. Quant à Théo et Jeanne, le lien qui s'était formé entre eux se transforma en un partenariat profond, basé sur le respect mutuel et des objectifs communs. Les sentiments romantiques initiaux, rendus impossibles par la révélation de leur parenté, cédèrent peu à peu la place à une connexion fraternelle authentique, non moins intense, juste différente. Un an après la révélation qui avait tout changé, Jeanne se tenait à nouveau dans le kiosque où Théo lui avait appris la vérité sur ses origines. Le soleil se couchait sur le fleuve, peignant le ciel de tons orangés et pourpres. L'Aquitaine continuait son cycle éternel, indifférente aux drames humains, mais désormais sous l'influence de politiques plus durables menées par la Fondation de Courtenay renouvelée. « Je pensais bien te trouver ici », dit Théo en s'approchant avec 2 verres de jus de raisin frais, une tradition qu'ils avaient établie pour célébrer les petites victoires. « Nous approuvons le nouveau projet aujourd'hui, » répondit Jeanne en acceptant le verre. « J'ai trouvé approprié de revenir là où tout a commencé. Le projet Racine était l'initiative la plus ambitieuse de la nouvelle direction.
Un programme qui combinait la préservation du patrimoine, l'éducation et le développement économique durable pour les communautés rurales de toute la vallée de la Garonne. Bernard serait fier, commenta Théo en s'asseyant à côté d'elle. Tu le penses vraiment ? J'en suis certain. Tu as transformé son héritage en quelque chose de plus grand qu'il n'aurait jamais imaginé. Ils trinquèrent silencieusement au coucher du soleil. Jeanne réfléchit au voyage extraordinaire qui l'avait amenée jusqu'ici, de la simplicité de Sainte-Marie à la complexité du monde des de Courtenay, de fille de fermier à héritière d'un empire, de la jeune fille qui croyait connaître ses racines à la femme qui avait découvert que l'identité est quelque chose que nous construisons chaque jour par nos choix, pas seulement par notre sang. « Sais-tu ce qui m'a le plus surprise cette année ?» demanda-t-elle, observant une péniche solitaire naviguant au loin. « Qu'Hélène n'ait pas essayé de t'empoisonner ?» plaisanta Théo. Jeanne rit. « À part ça, j'ai été surprise de réaliser que j'appartiens aux deux mondes, sans avoir besoin de choisir entre eux. Pendant si longtemps, je me suis sentie divisée, comme si accepter d'être une de Courtenay signifiait trahir mes origines. Et maintenant, je comprends que ce sont précisément ces deux héritages qui me permettent de construire des ponts là où il n'y avait que des abîmes. Le sang de Bernard dans mes veines me donne accès aux ressources et au pouvoir. Mais l'éducation que j'ai reçue de Louise et Sébastien m'a appris à utiliser ce pouvoir avec sagesse et compassion. » Théo sourit, fier de la transformation dont il avait été témoin chez Jeanne. Pour quelqu'un qui disait ne pas avoir d'éducation formelle, vous êtes devenu une sacrée philosophe. J'ai appris à la meilleure école, la vie. Elle observa le dernier rayon de soleil disparaître à l'horizon, laissant place aux premières étoiles. Et ma leçon la plus importante a été que, parfois, les plus grandes tempêtes apportent les transformations les plus nécessaires. Alors que la nuit tombait sur le château des de Courtenay, enveloppant le kiosque d'ombre douce, Jeanne ressentit une paix qu'elle n'avait pas éprouvée depuis son arrivée à Bordeaux. Ce n'était pas la fin de son voyage. À bien des égards, ce n'était que le début. Il y avait encore des défis à relever, de vieilles blessures à cicatriser, de nouveaux chemins à tracer. Mais pour la première fois, elle se sentait vraiment complète, embrassant toutes les facettes de qui elle était. Le fleuve continuait son cours éternel. Les eaux qui coulaient maintenant n'étaient pas les mêmes que la veille, tout comme elle n'était plus la même Jeanne arrivée craintive dans ce château. Comme le fleuve, elle s'était transformée, trouvant son propre chemin entre les rives du passé et de l'avenir, portant dans ses eaux les mémoires d'où elle venait et la promesse de là où elle pouvait aller. Fin de l'histoire, chers auditeurs. Nous espérons que l'histoire de Jeanne Rivière a touché vos cœurs. Son voyage entre deux mondes nous rappelle que notre identité est façonnée non seulement par notre sang, mais par nos choix quotidiens et les liens que nous tissons. Pour continuer à naviguer à travers des histoires tout aussi émouvantes, nous avons préparé une playlist spéciale que vous pouvez trouver en cliquant sur le lien à gauche de l'écran. Si ce récit a éveillé des émotions en vous, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de laisser un « j'aime » sur la vidéo. Chaque jour, nous apportons des histoires uniques qui explorent les complexités de la vie française sous ses multiples facettes. Partagez dans les commentaires quel a été le moment le plus marquant de cette histoire pour vous et quels autres récits vous aimeriez entendre sur notre chaîne. Merci d'avoir navigué avec nous sur les eaux de cette histoire émouvante.